Bonsoir mes amis, Nicolas Sierra-Pica avec vous ce soir pour vous partager brièvement quelques épisodes de ma vie, notamment comment je me suis marié et comment nous avons vécu nos premières années de mariage. A tout de suite. Donc mes amis, bonsoir. Je suis en direct de Bordeaux, il fait chaud et c'est pourquoi je garde mes lunettes de soleil. Ne prenez pas ça personnellement, mais vous verrez pas mes yeux, mais vous pouvez écouter ma voix, écouter le récit donc de comment mon épouse et moi nous nous sommes rencontrés. Donc c'était en 1993. Je venais de passer 2 ans à Grenoble dans l'église du frère Pierre Truchel où j'avais été objecteur de conscience. Et j'étais un petit peu instable à l'époque, disons que après 2 ans, j'ai voulu revenir à Bordeaux, ce que j'ai fait. Et je suis revenu dans mon église Tzigan, où je m'étais converti, donc l'église de la mission évangélique Tzigan, Vie et Lumière, donc formidable église, formidables évangélistes. Mais moi, étant gadjo, comme on dit là-bas, je me sentais pas forcément à ma place. Donc j'y allais, j'avais pas de voiture à l'époque, et donc j'y allais le dimanche en bus, et puis je traînais les pieds, je revenais en traînant les pieds, j'y allais le dimanche en traînant les pieds, je revenais en traînant les pieds, et un dimanche matin, je me souviens que ça devait être, je sais plus, c'était en 93, donc j'allais à l'église en traînant les pieds, je revenais en traînant les pieds, et un dimanche matin, fatigué de traîner les pieds, je m'arrête dans une église, une petite église baptiste, rue Causse-Rouge à Bordeaux, pour ceux qui connaissent, c'est l'église de la mission, l'église portugaise en fait, l'église portugaise, donc qui était à l'époque, le pasteur à l'époque était Barry et Sherry Thompson, 2 personnes qui sont missionnaires en Chine maintenant, donc 2 formidables, un couple pastoral formidable. Et donc je m'arrête ce dimanche matin dans cette église, et là je rentre dans la salle. Au fond, je vois une fille qui était visiblement abîmée, comme on dit, abîmée en prière. Donc elle était en train de prier de tout son cœur, tout ça. Elle avait la tête couverte d'un foulard et elle était enceinte, visiblement quand même depuis quelques mois. Et cette fille était là en train de prier. Bon. Et moi, je me suis dit dans ma tête, purée, magnifique la fille. J'aimerais bien que ma femme ressemble à ça. Et puis je m'assieds dans la salle. Je pense que je devais connaître 1 ou 2 personnes dont j'ai dû serrer quelques mains, mais vraiment, j'étais venu dans cette église à tout hasard. Et je me rappelle que les gens chantaient, le pasteur a prêché, et là, à la fin du culte, un peu avant la dispersion, le pasteur dit « Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant. » Donc, moi, je me lève, c'est mon habitude, enfin, je me lève, et je prends la Bible et je lis Hébreux 12, verset 5. Ne perdez pas courage lorsque Dieu vous reprend, car ce sont ses fils qui traitent de la sorte. Si vous n'avez pas part à la réprimande du Seigneur, vous êtes donc des bâtards, des enfants illégitimes. Tenez, regardez, on est au château Pape Clément, là, magnifique. Les vignobles du Pape Clément à Pessac. Et donc, je lis ce passage, je me rassieds et je m'en vais. Je serre 2-3 mains et je m'en vais. Bien. Donc ça, c'est mon histoire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ma femme le raconte. Mais vous allez dire, je suis comme Colombo. Moi, ma femme, j'en parle beaucoup, mais elle n'est jamais là. bientôt. Et donc, maintenant, ça, c'est l'histoire racontée par mon épouse. Elle avait 19 ans à cette époque-là. Et elle vivait dans la rue avec un gars qui était un gars qui avait 38 ans, donc pratiquement le double de son âge, un zonard. Et comme elle était artiste, donc c'était une artiste peintre, voilà, elle est toujours d'ailleurs, hein, c'est une artiste. Donc elle vivait dans la rue avec ce gars-là. Et ce gars-là avait des problèmes d'alcoolisme, et la veille, il l'avait battue. Et elle était enceinte. Elle était enceinte de 5 mois ou 4 mois, 5 mois, bref. Il l'avait battue. Et elle s'était enfuie, elle avait appelé son père, qui était venu la chercher dans leur squat. Enfin, leur squat, oui, il vivait dans un espèce de squat un peu pour les marginaux. Et elle s'était enfuie la veille. Et elle avait passé la nuit à pleurer devant le Seigneur et à dire « Seigneur, enlève-moi tous les sentiments que j'ai pour cet homme. D'accord, mon fils va grandir sans son papa, sans un papa, mais
je t'en supplie Seigneur, montre-moi mon mari demain à l'église, et que mon mari, demain à l'église, lise ce verset d'Hébreux 12, 5. Ne perdez pas courage lorsque Dieu vous reprend, car c'est comme un père que Dieu vous traite, parce que quel est le fils qui n'a pas part à la réprimande du Seigneur? C'est un bâtard, etc. Bâtard, enfin, vous m'avez compris. Un enfant illégitime, on dirait aujourd'hui, pour être politiquement correct. Bref, ma femme a fait cette prière, et le lendemain matin, moi, mu par je ne sais quoi, je suis allé dans cette église et j'ai lu ce passage. Voilà. Et ensuite, je suis parti dans une église pionnière, rejoindre une église pionnière à côté de Perpignan. Madame, si tu avançais, ça serait sympa. Merci. Et donc, je suis parti dans une église pionnière à côté de Perpignan. Et là, c'était à Elne d'ailleurs. Et là, je me suis fiancé avec une fille. Une belle brune, spirituelle, intelligente. Voilà. Mais ça a terminé en eau de boudin. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceux qui m'ont connu à cette époque, donc il y avait le frère au Boulou à Serré, il y avait le frère Alfred Duquel, donc moi j'étais à Elne et donc on nous prêtait un salon de coiffure et donc on avait un certain nombre de personnes qui nous suivaient, une bonne quinzaine, donc on faisait des réunions, voilà, c'était en 1995 et là je suis reparti à Bordeaux parce que ça s'est terminé un peu de façon abrupte. Ça s'est mal terminé en fait cette aventure parce que à l'époque j'étais trop indépendant et on s'est pris des flèches, on s'est fait attaquer, on va dire, on dirait de nos jours, on s'est fait attaquer par le diable et voilà, donc j'ai dû partir, enfin j'ai eu des choses assez dures, j'ai même entendu le diable me dire je vais te tuer, enfin des trucs de dingue et effectivement c'était des trucs difficiles que j'ai vécu à ce moment là, donc je suis rentré à Bordeaux le 24 décembre 1995. Et le 24 décembre 1995, Sandrine Besson, qui était donc Sandrine Besson à l'époque, qui allait devenir mon épouse 6 mois plus tard, Sandrine Besson était étudiante à la fac de droit de Bordeaux, donc elle était étudiante en droit, et là elle était tombée amoureuse d'un étudiant qui était bulgare, je crois, qui s'appelait Nikolai, et elle, subitement, elle se souvient que 2 ans plus tôt, Dieu lui avait donné comme un signe que son mari s'appellerait Nicolas, c'était moi, et qu'il existait, que c'était Nicolas. Donc, comme elle était en train de tomber amoureuse de ce bulgare qui n'était pas chrétien, elle a eu un réflexe, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son téléphone, elle a pris son courage à 2 mains, et elle a téléphoné, à l'époque chez mes parents, puisque elle ne savait pas où me trouver. J'avais disparu dans la nature, comme je fais souvent, pour ceux qui me connaissent. Et donc, ma mère prend le téléphone. Allô, oui, bonjour, je suis Sandrine, une amie de Nicolas, tout ça. Et ma mère, étonnée, lui dit, mais comment est-ce que tu sais qu'il va revenir à Bordeaux? Il revient justement aujourd'hui. Le hasard. Voilà, le hasard. 3 mois plus tard, on se fiançait. 3 mois plus tard, on se mariait. Donc en mars, on se fiançait et en juin, on se mariait. On s'est sans doute marié trop tôt, je dirais. On s'est sans doute marié trop tôt. On a suivi des préparations au mariage avec ces chers Barry et Cheryl Thompson. Super couple pastoral, donc comme j'ai dit. Vraiment bonne formation, mais je pense que c'était un peu trop tôt. Et j'avais pas anticipé les difficultés que j'aurais avec mon beau-fils, donc Mathias, l'enfant que Sandrine avait eu avec cet homme, donc qui était un Belge et qui était un SDF, enfin un comptable SDF, enfin bon, bref, je vous passe les détails de ces gens qui vivent à la rue. Leurs histoires sont parfois abracadabrantes, et c'était vraiment le cas. Et dès notre mariage, on s'est retrouvé avec des procès sur le dos, c'était épouvantable. On a eu la famille de ma femme sur le dos, qui nous a donc fait un procès pour avoir la garde de l'enfant, et on a eu le papa, le géniteur, je l'appelle plutôt le géniteur parce qu'il ne s'est jamais comporté comme un papa, mais bon, donc le géniteur sur le dos qui nous a fait aussi un procès, à tel point qu'à une époque, jeune marié, on a eu jusqu'à 3 procès en même temps, vous imaginez? Alors les procès, je peux vous dire que j'ai un peu l'habitude. Bon, c'est vrai que ça use quand même, hein. Mais voilà, donc le début du mariage, et c'était tellement difficile que j'en suis venu, enfin c'était tellement difficile, là je vais me justifier, mais c'est pas justifiable, mais j'ai été abusif avec cet enfant, qui n'était pas le mien, mais que j'ai voulu aimer comme le mien,
Mais quelque part, il y avait un énorme conflit, un énorme combat. Et du moins, je me l'explique comme ça. J'étais sous des oppressions, sous des attaques, on va dire. Moi qui, normalement, aime les enfants, aime tous les enfants. Pendant pratiquement 2 années, j'ai pris cet enfant en grippe. J'ai vraiment pris cet enfant en grippe. Mon beau-fils. J'imagine que des gens doivent vivre la même chose. Prendre un enfant en grippe, enfin c'est pas naturel de prendre un enfant en grippe. Eh bien moi ça m'est arrivé, je l'ai pris en grippe pendant je dirais pratiquement 2 années. Jusqu'à ce qu'un épisode particulier se produise, que je vais vous raconter maintenant, le temps de garer mon van. J'ai encore 10 minutes avant d'aller chercher ma fille. Voilà, donc là je suis à côté de la mosquée de Pessac. Pour ceux qui sont allés, on la voit juste là d'ailleurs. On est vendredi, d'ailleurs ils sont à l'intérieur en train de prier. Alors je continue sur cette confession difficile, nos premières années de mariage et tous les combats qu'on a connus avec Mathias. Donc je disais que j'avais été abusif avec lui, que j'avais eu souvent la main un peu lourde, même parfois carrément lourde. Bon, ça s'est pas produit extrêmement souvent, mais je dirais qu'à plusieurs reprises j'ai eu la main lourde. Bon, il n'a jamais fini à l'hôpital évidemment, mais j'ai eu la main lourde et ça s'est terminé par une séquence, une séance un peu difficile devant le Seigneur, où j'ai passé la nuit brisée devant Dieu à l'adopter, à adopter cet enfant dans mon cœur. J'ai vraiment connu des difficultés, des luttes, et je ne sais pas si vous êtes dans ce cas, vous, si toi, beau-père, toi, belle-mère, tu es dans ce cas, avec un enfant que tu ne peux pas encaisser, c'est pas naturel en fait, c'est comme des attaques, des oppressions. Quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à avoir la victoire, que tu n'arrives pas à aimer cet enfant. Moi, par exemple, je sais qu'à l'époque, je travaillais dans une mairie, et quand je rentrais à la maison, j'avais une espèce de boule dans le ventre. J'avais vraiment, littéralement, cet enfant me mettait les boules, quoi, comme on dit familièrement. J'avais vraiment les boules à cause de cet enfant. C'était vraiment une lutte intérieure pour l'aimer. Et à un moment, je me souviens, ça a duré pratiquement 6 mois, j'ai été libéré. J'ai vécu, je dirais presque le paradis, parce que je vivais sous une oppression constante à cause de cet enfant. Tout le monde me déniait le droit de l'aimer, de m'en occuper, etc. À la fois mes beaux-parents, à la fois le géniteur de l'enfant, et puis voilà, les services sociaux, enfin tout ça faisait que mon statut de beau-père me tenait un peu à l'écart je sais pas, en tout cas d'un rôle affectif important. Et donc un jour, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Mathias a été diagnostiqué suite à un petit accident banal. Il a été diagnostiqué avec un cancer. Donc on s'est retrouvé en vase clos à l'hôpital des enfants. Ça a duré à peu près 5 mois. Durant ces 5 mois, on a vécu là aussi des choses terribles à l'hôpital. On a vécu de grosses difficultés. Je dirais, c'est lié, et d'ailleurs ça a fait scandale peu de temps après, comme si on avait été, nous, des instruments presque de jugement de Dieu. C'est étonnant, mais ça a fait scandale ensuite. La maltraitance des parents à l'hôpital des enfants de notre ville, une certaine forme de maltraitance dans le sens où les gens ne sont pas vraiment attentifs à tous les aspects je dirais, de la souffrance humaine, de la souffrance des parents. On était priés de pas trop déranger, on vivait sur une espèce de chauffeuse posée à même le sol qu'on dépliait le soir comme ça, quand on y dormait. Et quelque chose m'a frappé, ce sont les personnels qu'il y a dans l'hôpital. Il y a une catégorie qu'on aimait beaucoup, c'était les gens qui étaient les aides-soignantes, donc les gens les plus bas dans la hiérarchie sociale de ce milieu. Et puis il y avait aussi les blues roses, les fameuses blues roses qui nous ont énormément aidés. Donc ce sont des bénévoles, des associations, quoi, des parents qui viennent aider en association. Et il y avait toute une catégorie de personnes qui étaient là pour faire leur travail. Mais dans cette catégorie de personnes, donc les personnels infirmiers, les encadrants, etc., il y avait 2 types de personnes. Il y avait ceux qui étaient là par rotation interne, donc toutes les 5 semaines à peu près, je crois, qui faisaient la rotation, et puis ceux qui étaient là par choix. Ceux qui étaient là par choix, ils avaient réussi à trouver une espèce d'équilibre assez respectueux, mais il y avait les autres qui étaient là par rotation interne et qui, eux, oscillaient entre, je dirais, une certaine compassion et puis un certain recul ou une certaine froideur pour ne pas s'attacher à des enfants qui, malheureusement, pouvaient mourir d'un instant à l'autre.
Ça nous a énormément choqué aussi. Bon, je voulais pas trop parler de ça, mais je vais quand même parler de notre expérience de l'hôpital. Ça nous a énormément choqué aussi le traitement, le traitement de l'information à l'hôpital. Le traitement de l'information, c'est-à-dire qu'en fait, on a assisté à énormément de rétention d'informations. Par exemple, vous êtes dans ce qu'on appelle le secteur stérile, donc les enfants sont dans des bulles stériles. L'air est de classe 20, c'est-à-dire moins, enfin bon bref, l'air est de classe 20, disons, ou classe 100, je sais plus. Donc l'air la pression est très basse et donc on fait des rotations dedans de 2-3 heures et les parents peuvent entrer. Et donc vous devez traverser des bulles un peu hermétique, je dirais, et parfois une bulle s'éteint, et quand la bulle est éteinte, on sait que l'enfant qui était dedans est décédé. Et vous demandez une information, et là, vous heurtez à du silence, en fait. Vous saviez que à côté, il y avait le petit William, 16 ans, et puis il est décédé, donc on vous dira rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez dur et assez lourd à supporter, et c'est pour ça que je parle de traitement inhumain, en fait. Cet aspect de la souffrance, cet aspect de la communication, cet aspect de l'accompagnement des familles était totalement négligé. Je prends un autre exemple, et ça va rejoindre ce que j'ai vécu lorsque je vous parle de l'adoption de mon enfant, ce qui a mis fin au cycle de violence ou de main un peu leste que j'avais sur lui, quand je l'ai adopté dans mon cœur, quand j'ai vraiment eu la victoire sur cet esprit qui me faisait le détester. D'ailleurs, j'avais commencé à vous dire que j'ai vécu un temps presque paradisiaque, je dirais, dans ces moments d'épreuve et de pression que je subissais constamment. C'est quand j'ai eu le sentiment d'amour pour l'enfant qui m'a été rendu. Je ne sais pas comment le dire autrement que comme ça. Ça peut paraître idiot, mais le sentiment d'amour et d'affection. Je veux dire, quand vous regardez quelqu'un, vous regardez un enfant, vous pouvez vous émouvoir de lui. Quand vous le connaissez un peu mieux, vous pouvez le prendre en affection, etc. Eh bien, lui, je ne pouvais pas avoir ce sentiment pour lui. Je faisais des efforts. Pourtant, c'est même pas normal de faire des efforts. On est enfant de Dieu, on prie. Eh bien, je n'arrivais pas là. Et là, pendant à peu près 6 mois, le sentiment d'amour pour cet enfant m'a été rendu. C'est là que je dis qu'il y avait vraiment des puissances de ténèbres derrière. C'était très dur. D'ailleurs, un jour, j'ai fait un rêve. Je voyais Mathias, bébé, enfin un petit garçon qui marchait sur le tapis, il était à 4 pattes. On avait un beau tapis persan, iranien. Et dans mon rêve, j'entends une voix qui me dit « Tu te trompes de combat, regarde contre quoi tu luttes ». Et derrière l'enfant, il y avait une espèce de grand taureau, tout noir, comme un minotaure, tout noir, luisant, brillant. Et c'était vraiment terrifiant, quoi. Donc j'ai compris qu'il y avait vraiment des puissances occultes derrière. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la victoire? Écoutez, là, je ne peux pas dire. En fait, je pense que en moi, je devais avoir des failles, je devais avoir des brèches. Je pense que j'avais pas la victoire, j'avais pas la liberté. Et donc cette nuit-là, donc là, je suis en train de vous parler de la nuit où j'ai adopté Mathias, et suite à une maladresse, moi j'appellerais quand même une erreur médicale, bon, maladresse médicale, donc d'un de ces enfers qu'on a vécu dans les hôpitaux dans notre région, notamment l'hôpital des enfants. Donc en général, pour annoncer aux familles le cancer ou le type de maladie que leur enfant a, c'est un médecin qui fait ça en début de journée. Il prend la famille, l'assied dans une pièce. Donc le médecin ou le chef de clinique, enfin le responsable des soins médicaux dans l'unité où vous êtes, vous prend à part, vous explique calmement les choses, répond à vos questions, il prend le temps qu'il faut et il vous oriente vers des psychologues s'il y a besoin. Vous êtes revu dans la semaine pour voir si vous avez vraiment bien eu toutes les informations, etc. Nous, on a eu droit à un traitement de faveur qui montre bien qu'il y avait des puissances derrière. En général, donc c'est le médecin qui annonce. Nous, c'est un interne, donc en quelque sorte un stagiaire de 5e ou 6e année, qui nous a annoncé ça devant l'ascenseur à 20h le soir au moment de partir, et en nous disant, voilà, votre enfant a 6 chances sur 10 de s'en sortir, mais vraiment de façon très lapidaire. Et il nous a annoncé ça comme ça, de but en blanc, sans savoir ce qui se passait et sans savoir à quoi on avait affaire. Votre enfant a un lymphome de Burkitt, le stade est très avancé, c'est grave, etc. On va le garder, voilà. Donc on est sorti de là, un peu déboussolé, et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, on va aller au cinéma. On est allé au cinéma, à l'époque, c'était
je devais être en l'an 2000, je crois. Donc on est allé voir le film Pearl Harbor. Ça a duré assez longtemps. Ma femme a pleuré tout le long du film et moi je suis resté stoïque. Je me rappelle, je l'ai ramené à la maison et là, je suis allé dans la chambre de Mathias et j'ai revu vraiment les comportements durs, abusifs auxquels je me laissais aller à son égard. J'étais constamment sur son dos parce qu'il avait une maladie aussi qu'on appelait une maladie de Bourneville. Vous savez, enfin vous savez peut-être pas, mais ce sont des boules qui se mettent dans les nerfs, qui bloquent les influx nerveux et qui ralentissent la personne. La personne va avoir des retards tant sur le niveau psychomoteur que, je dirais, au niveau des apprentissages, peut-être même du langage, enfin de la compréhension, etc. Donc cet enfant avait des lenteurs, de vraies problèmes. Et moi, j'étais constamment sur son dos, je dirais de façon exagérée. Donc cette nuit-là, j'ai été brisé par le Seigneur. Et je me rappelle, j'étais sur sa moquette et je pleurais. Et je l'ai adopté dans mon cœur. J'ai vraiment vécu ce moment d'adoption dans mon cœur. Ensuite, bon, j'étais déjà un beau-père qui prenait son rôle à cœur. Mais juste laissez-moi vous parler encore une fois des difficultés qu'on a eues à l'hôpital. Mais quand même, si vous permettez, j'aimerais dire un petit mot à toi, mon ami, homme ou femme, qui souffre de ton attitude trop rigide avec ton beau-fils ou ta belle-fille. J'ai une chose à te dire, ne reste pas enfermé avec ton problème. Ne reste pas sans en parler. Par pitié. D'abord, il en va de la santé mentale et de la vie de l'enfant. C'est important de pouvoir lui donner toutes les chances dans la vie pour qu'il puisse justement grandir dans un cadre sain et serein. Donc, reste pas enfermé avec ton problème. Je pense que tu es coincé dans la culpabilité, etc. Moi, mon épouse a eu une attitude qui était... l'attitude de beaucoup de femmes en fait qui assistent à ce genre de choses. Déjà, elle voulait pas, elle ne voulait pas, comment dirais-je, manquer de respect à ses propres parents, donc elle ne disait rien en justice. Elle ne voulait pas non plus me manquer de respect ou me manquer de, comment dirais-je, elle me témoignait quand même son affection et elle était assez neutre, même si intérieurement elle sentait que j'étais dans l'abus. Mais je sais pas, pour des raisons qui étaient aussi les siennes ou les nôtres, on était jeunes à l'époque. Elle m'a laissé faire et ce qu'elle n'aurait pas dû faire en fait. Elle a rétrospectivement, elle a compris son erreur. Moi, j'ai compris bien sûr les miennes. Mais si toi tu es dans ce cas, je t'en conjure, mon ami. Essaye de trouver quelqu'un avec qui en parler, tu vois. Bon, on va pas balancer ça aux services sociaux parce que ça va être compliqué. Les gens sont un peu obtus parfois. Mais fais-toi aider, fais-toi accompagner. Essaye de trouver. J'aime bien ce principe de jeunesse en mission, de ce qu'on appelle la redevabilité, d'être en transparence, dans une relation de transparence avec quelqu'un du même sexe que toi. Donc, par exemple, si tu as un gars, faire ça avec un gars. Avec ton conjoint, c'est difficile parce que bon, vous avez en général un passif ensemble. Et puis, quand il y a des choses que vous n'arrivez pas à gérer, c'est pas forcément évident d'essayer de les débriefer ensemble si vous les voyez carrément pas, donc c'est pas idéal. Mais de faire ça avec une personne tierce, quelqu'un d'extérieur, avec qui tu vis cette transparence, cette redevabilité, cette personne peut prier avec toi. Donc pour ça, être accompagné, te suivre. Il y a aussi des gens qui sont des spécialistes, tout simplement, des professionnels. Donc là aussi, tu peux demander de l'aide. Il faut sortir de ce cercle de culpabilité. S'il y a besoin aussi de prière, de délivrance, tout ça, il y a des gens qui sont capables de le faire. Notamment des gens dans l'équipe TLR de Last Reformation. Tu vas sur la carte, je te mettrai un lien en bas, tu vas sur la carte et tu cherches des gens qui sont pas trop loin de chez toi, qui pourraient aussi prier efficacement pour ces problèmes-là. Voilà, je vais terminer donc en parlant quand même très brièvement aussi de ce qu'on a vécu à l'hôpital, notamment donc par exemple une expérience pour vous dire qu'il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Quand vous sentez qu'il y a des attaques de l'ennemi, quand vous sentez que tout vous dénie ce droit d'exister en tant que parent, en tant que parent légitime d'un enfant, il ne faut pas vous laisser faire. Donc, une expérience m'a particulièrement marqué. Je parlais de la difficulté à vivre ce calvaire du cancer à l'hôpital. Vivre ce calvaire du cancer à l'hôpital. Je témoignerai une autre fois de ce qui s'est passé ensuite, parce que l'enfant est décédé, mais il est décédé à l'âge de 16 ans, donc il est décédé 8 ans plus tard. Donc il a eu pratiquement 8 ans de rémission, et vraiment on rend grâce à Dieu pour ça, parce qu'il a connu le Seigneur, on l'a enterré avec sa Bible, enfin c'est un côté pathétique, mais c'est vrai que c'est très beau, et on a été beaucoup rassurés par le Seigneur, donc j'en témoignerai une autre fois, parce que c'est quand même aussi quelque chose de très lourd.
parler du deuil d'un enfant, c'est quand même quelque chose de très très lourd et des séquelles, des traces profondes que ça va laisser dans la psyché, tant du papa que de la maman, ou du beau papa, qui plus est du beau papa qui a accusé une certaine culpabilité. Donc vraiment, c'est pas évident de tourner la page, de tourner ces pages-là. Mais une dernière expérience concernant notre vie à l'hôpital, juste pour vous inciter aussi, vous qui traversez peut-être des difficultés de cet ordre, à ne pas vous laisser faire. Quand vous sentez que le diable essaye de vous voler quelque chose qui fait partie de votre liberté, qui fait partie de votre liberté d'enfant de Dieu, ou tout simplement de citoyen, il y a des choses élémentaires que la justice, la médecine avec toute sa science, ou parfois pseudo-science, n'envisage pas, que peut-être qu'elle l'envisagera de façon holistique dans quelques dizaines d'années. Je vous donne un exemple. Mathias, il a été une fois piqué 17 fois, d'une même journée, 17 fois dans le bras. 17 fois avant qu'on lui pose un drain. Les informations ne circulaient pas, elles étaient peut-être à 200 ou 300 mètres, mais elles ne circulaient pas, et je leur ai dit, mais si vous voulez, moi je vais chercher, je traverse le parking, je vais chercher le dossier si vous voulez. Mais non, il fallait que la communication se fasse. Alors la médecine, malheureusement, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez le spécialiste de la phalange ici, qui ne communique pas forcément avec le spécialiste du poignet, parce que entre eux, il y a le spécialiste de la main. Et évidemment, le spécialiste du coude ne peut pas avoir de rapport avec le spécialiste de l'épaule gauche, parce qu'il y a trop d'intermédiaires entre, alors que nous sommes une personne. Et la guérison, la santé, ça passe aussi par une saine alimentation, ça passe aussi par une bonne gestion du stress, une bonne gestion des drames. Et nous, dans le système hospitalier tel que nous l'avons connu à l'époque, ça a été terrible, je veux dire, mais ça a été terrible, épouvantable. Donc un exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du secteur stérile, quand nous sommes allés... quand il a fallu casser les défenses immunitaires de l'enfant pour lui administrer cette chimio, une chimio de cheval, donc quelque chose qui est en général un kit ou double. Donc l'enfant va se retrouver sans défense immunitaire, donc il faut qu'il soit protégé dans un air de classe assez basse. Et pour éviter les problèmes génétiques, je dirais presque, seuls le papa et la maman biologiques sont autorisés. À l'époque, je n'avais pas cette information et je n'avais pas compris que c'était comme ça. Mais je me suis retrouvé subitement jeté dehors pratiquement par une infirmière cadre, donc la cadre infirmière, la responsable du secteur. Et elle me dit, monsieur, je suis désolé, mais à partir de lundi, vous ne pourrez pas rentrer. Je dis, bah si, quand même, je vais rentrer. Non, monsieur, c'est pas possible, vous ne pourrez pas rentrer. Bah si, lundi, je vais rentrer. Mais non, monsieur, c'est pas possible, vous ne pouvez pas rentrer. Je dis, bah si, je pourrais rentrer. Non, monsieur, vous ne pourrez pas rentrer, je vous le dis, seul le père et la mère biologique peuvent rentrer. Je dis, vous savez, le père biologique, il est inexistant, c'est un géniteur, mais il est totalement inexistant, il ne viendra pas, vous ne le verrez jamais, il ne s'intéresse pas à l'enfant, celui qui sera là, c'est moi, le beau-père, c'est moi, celui qui est là pour assister l'enfant, c'est moi, c'est le moment dans sa vie où il a le plus besoin de moi, et c'est pas à ce moment-là que je vais le laisser tomber, donc lundi, je serai là. La dame m'a dit, c'est pas possible, monsieur, vous n'êtes pas le père biologique, ce n'est pas possible, vous n'entrerez pas. Je lui dis, vous plaisantez, lundi, je rentre. Non, monsieur, vous n'entrez pas. Je lui dis, bah lundi, je rentre. Sur ce, je m'en vais. Le lundi matin, je suis venu, j'ai passé quelques heures. Le mardi, je suis revenu, j'ai passé quelques heures. Le mercredi, je suis revenu, j'ai passé quelques heures. Eh bien, croyez-le ou non, l'infirmière en question avait disparu. La responsable, la chef de la cadre infirmière, si vous voulez, avait disparu. En fin de semaine, le médecin est venu me trouver, il m'a dit « Monsieur, excusez-moi, j'ai une décharge à vous faire signer. Est-ce que vous pourriez passer dans mon bureau ?» Je lui ai dit « Écoutez, là, je vais faire ma vacation auprès de l'enfant. Donc, si vous voulez, vous la laissez au comptoir des infirmières et puis je la signerai bien volontiers en passant. » Voilà comment j'ai traité les choses. Je ne me suis pas laissé faire et j'ai été, je dirais, intransigeant avec ce que j'estimais être un vol de mon autorité en tant que papa. Voilà mes amis, et donc je reprends, si tu as besoin compris pour le comportement abusif, parce que tu te sens empêtré dans un problème, n'hésite pas, contacte-moi, et n'hésite pas en tout cas, ne reste pas enfermé avec ton problème, mais communique, parle-en et demande la prière. Voilà mon ami, à bientôt, mes amis, à bientôt, soyez tous bénis, au revoir.